Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque voir quelques parutions de ce matin qui sont parvenues à notre rédaction. Et on va donc commencer par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Nord-Ouest, une journaliste et 4 soldats tués. Beki Iyabo Djeme, délégué départemental de la communication de la Momo, journaliste d'expression anglaise, a été tué lors de l'attaque d'un convoi de l'armée camerounaise qui escortait Fouda Etaba Benoît Nikez, préfet du département de la Momo, qui rentrait sur Bengui, chef de la localité, après avoir installé le sous-préfet de Ndjikwa. Et justement, à propos, le maire de Ndjikwa qui était donc un des rescapés, indique Etambi Andrew, explique que le véhicule qui était la tête du convoi du préfet est monté sur un engin explosif et les autres véhicules ont été arrosés de balles tirées par des séparatistes cachés dans la broussaille. On dénombre aussi, en plus des 5 morts, des nombres, plusieurs blessés, parmi lesquels certains cas dans un état critique, écrit donc le journal. Le journal parle aussi de crise armée, orphelins, hommage aux orphelins, mercredi 6 janvier, marqué par la célébration de la Journée internationale des orphelins de guerre. On a pensé aux enfants des victimes des troubles dans le Nord-Ouest. Ce titre, le principal titre à la une du quotidien La Nouvelle Expression, c'est aussi le titre en une du quotidien Le Messager, qui parle de crise anglophone. Ndjikwa, le village de la mort, 4 militaires et un civil camerounais ont été tués hier dans une embuscade tendue par des séparatistes dans cette localité de la région du Nord-Ouest, de même que le journal Le Jour met aussi en sa une Nord-Ouest, 5 morts dans l'attaque du convoi d'un préfet, bilan d'une explosion d'un engin improvisé lors du passage hier du cortège du préfet de la Momo. En une du quotidien Mutation, crise sécessionniste, épisode 2021, la tuerie inaugurale. Il faut préciser que cette tuerie est d'ailleurs la première de l'année 2021. Le journal parle donc de tuerie inaugurale, 5 morts, dont 4 militaires et évidemment la déléguée départementale de la communication pour la Momo. Le quotidien Cameroun Tribune met en sa une parachèvement de la décentralisation, place aux choses concrètes avec un dispositif au complet des hommes et femmes en place pour faire fonctionner. Les populations à travers les 10 régions attendent désormais la traduction dans les faits d'une nouvelle gouvernance plus proche de leurs aspirations et leurs besoins, écrit le quotidien Cameroun Tribune. Le journal Forum Libre parle de plan de relance économique pour l'année 2021. Les espoirs que Paul Biya place dans la stratégie nationale de développement pour 2030. Le journal indiquait que lors de son discours de fin d'année, le président de la République, Paul Biya, a appelé l'attention des Camerounais sur le lancement récent de la stratégie nationale de développement qui remplace le document de stratégie pour la croissance et l'emploi arrivé à son terme, écrit donc le journal de Prince Aristide Ngekam. Et puis on finit avec le journal Financier d'Afrique qui parle des finances publiques, budget d'investissement public en hausse de 7,8% en 2021 avec une augmentation de 97 milliards 700 millions de francs CFA. Il est passé à 1254 milliards 300 millions de francs CFA en 2020 à 1352 milliards de francs CFA en cette année. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de quelques journaux parus ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi que vous connaissez déjà. On va commencer évidemment par le nouveau DP. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Comment se porte Politics en début de cette année 2021? Bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent beaucoup de plaisir à regarder la revue qualitative. Il a gardé le CD. Non, toujours la revue qualitative des unes qui paraissent au Cameroun. Non, il faut dire qu'on démarre l'année sur les chapeaux de roue. On avait fait un petit break quand c'était les congés de Noël et de Nouvel An pour revenir à requinquer avec une nouvelle offre, une nouvelle énergie et produire des informations archivables telles qu'on a promis. Donc on va revenir sur scène dès la semaine prochaine avec une offre alléchante et plus digeste pour les lecteurs qui sont légitimement chaque jour un peu plus exigeants. En dehors évidemment de la tuerie, l'attaque qu'il y a eu hier dans le Nord-Ouest, quelle actualité vous a marqué pour ce début de mois?
Disons que c'est pas début de mois, disons qu'il y a à peine quelques heures. C'est la première semaine. Il y a à peine quelques heures, vous savez, on est habitué à recevoir les leçons des grandes démocraties. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire aux États-Unis. C'est avec le hold-up électoral. Le hold-up électoral de Donald Trump qui a carrément presque envahi la Maison Blanche. Donc il s'entête, il ne veut pas partir et ses partisans sont allés faire un vrai désordre autour de la Maison Blanche pour empêcher justement que Joe Biden s'installe. Et donc là, ça fait un moment que ce feuilleton dure. Mais là, je pense qu'on a atteint une autre étape dans ce feuilleton-là. Et les Africains sont simplement amusés quand ils observent ce scénario dans les grands pays donneurs de leçons de démocratie. Je crois que c'est assez drôle et c'est un peu regrettable pour ceux-là qui passent le temps à nous donner des leçons de démocratie. C'est aussi un indicateur de ce que le pouvoir peut avoir des effets dévastateurs sur certains individus. On croyait qu'il n'y a qu'en Afrique que les présidents aimaient le pouvoir et aimaient s'éterniser au pouvoir. Donc voilà quelqu'un qui est plein aux as, Donald Trump, qui a priori est un multimilliardaire, qui n'est pas quelqu'un qui est venu s'enrichir, mais qui s'accroche au pouvoir parce qu'il a pris goût et il ne veut plus partir. Donc il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce type de personnage, mais aujourd'hui ça se vit aussi aux États-Unis. Donc c'est un peu amusant de voir ça, que Donald Trump s'accroche et il refuse de partir, alors qu'il a manifestement été battu aux élections par Joe Biden. On ne peut pas cracher sur tout. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. On ne peut pas cracher sur tous les honneurs qu'il y a à être le numéro 1 qui monte dans Air Force One. Camille Nelly, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chounet, bonjour. Bonjour Donald Brescangan, bonjour Politics. Il va démarrer une nouvelle année tout clinquant, Camille Nelly. Oh, j'essaye, vous savez. J'ai même l'impression que c'est un nouveau chapeau. Ah bon? Non, j'en ai beaucoup. Bonjour téléspectateurs d'Equinox. Comme Guy Hervé Fongan, ce qui retient mon attention, c'est ce qui se passe au Capitole depuis hier. Vous savez, un président qui a été battu à plate couture aux élections et qui cherche toutes sortes de portes de sortie et maintenant qui en est arrivé à perpétrer ce qu'une conseillère, une ancienne conseillère de Bill Clinton appelle une tentative de coup d'État, c'est-à-dire que c'est tout simplement pathétique. Guy Hervé Fongan dit que c'est amusant, non, c'est pathétique. Et moi, ça me rappelle tout simplement le discours du président Paul Biya, le discours de fin d'année du président Biya, qui a dit que la démocratie que nous sommes en train d'implémenter au Cameroun n'a qu'une trentaine d'années, mais dans les pays démocratiques, ça a pris des siècles. Aux États-Unis, ça a pris 3 siècles. C'est depuis 3 siècles que les États-Unis, les peuples venus d'Europe sous des régimes monarchiques sont retrouvés dans un nouveau monde pour créer un nouveau monde qu'ils ont voulu démocratique. 3 siècles plus tard, on voit encore Donald Trump qui est en train de s'accrocher au pouvoir. Et moi, je pense que c'est ce qui donne raison au président Biya. Et c'est ce côté pédagogique du discours du président Biya qui dit que, mais attendez ce qui se passe chez nous, mais chez les autres, ça a pris du temps. Chez nous, regardez, maintenant, quand il dit maintenant de regarder de la paix des Camerounais, regardez ce qui se passe chez ceux qui sont les parents. Un pays où on dit les institutions sont plus fortes que les hommes. Les parangons de la démocratie, ça veut dire que il faut essayer de comprendre le problème du Cameroun avec une vision un peu plus froide et un peu plus réaliste. Et je pense que le dernier discours du président Paul Biya devrait, au-delà de la lecture politicienne que font les uns et les autres de ce discours, de comprendre, d'essayer de relire ce discours, de comprendre qu'il faut comprendre que le Cameroun est dans une phase d'apprentissage et dans une phase d'implémentation et qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Si elle n'existe pas aux États-Unis, vous voulez qu'elle existe au Cameroun? On se demande bien où ça existera finalement. Non, peut-être une phrase rapidement. En fait, la presse n'en a pas parlé, mais il serait intéressant que la presse revienne abondamment sur ce sujet pour en tirer les enseignements et les conséquences et les implications sur notre modus operandi. Et j'étais sûr que c'était de l'angle que le doyen aller pour lire cette actualité. Non, rapidement, je vais dire qu'on ne devrait pas justifier l'absurde par le ridicule. Parce que la vérité, ce n'est pas ce qui peut expliquer le fait que les États-Unis aient pris 3 siècles pour implanter la démocratie, que nous soyons en train de consacrer une espèce d'aristocratie dans nonchalance au Cameroun. Ce n'est pas une parade. Parce qu'il y a des bons exemples. Hein. On peut prendre les exemples du Ghana où il y a une rotation assez. Et l'exemple de Donald Trump. Il y a le Ghana où c'est l'Afrique de. Ce n'est même pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc il y a des exemples autour de nous qui Kaboré tout près encore de nous. On peut ne pas se référer aux États-Unis. Voilà. C'est pour ça que on va expliquer
Notre bureaucratie lourde étatique. Non, ce n'est pas une question de bureaucratie, c'est une question de démocratie, tout simplement, de respect de la démocratie, de respect des valeurs démocratiques. Ce n'est pas une question de bureaucratie. Ce qui vous pose problème, c'est que les États-Unis sont disposés à donner des leçons de démocratie. Qui se présentent toujours comme les parangons de la démocratie. Moi, je retiens le discours emblématique de l'ancien ambassadeur des États-Unis qui disait qu'il demandait à Paul Biya d'entrer dans l'histoire. En tout cas, on sort de ce sujet. Tout fait pour entrer dans l'histoire. C'était une sorte de mise en bouche. De notre bien de sortir de l'histoire. Parlons de ce qui nous concerne directement avec une mini-série, cette attaque du Nord-Ouest. Camille Nélé, les séparatistes qui ont encore une fois de plus frappé en début d'année, le quotidien Mutation qui parle d'une tuerie inaugurale. Quand vous voyez cette attaque en tout début d'année, est-ce que c'est un signal que les séparatistes donnent aux Camerounais ou au gouvernement que nous allons, comme on dit trivialement au quartier, nous allons faire fort cette année? Jean-Paul Chouinette, pourquoi parlez-vous de séparatistes? Ce sont des criminels. Ils ne se sont pas présentés comme des séparatistes. Les séparatistes ne peuvent pas vouloir séparer une partie du pays en tuant les populations de ces pays, en tuant des personnes. Ce sont des criminels, tout simplement. Il faut les appeler par leur nom, vous comprenez? Parce que ce qui s'est passé encore du côté du Nord-Ouest hier, c'est tout simplement un acte criminel qui ne devrait pas seulement être perçu comme on condamne ce qui s'est passé et puis bon, maintenant les auteurs de ces crimes. Ce qui s'est passé est extrêmement dramatique. Voilà des militaires et des responsables de l'administration qui viennent de procéder à une installation et qui sont en train de rentrer. Alors ces gens ont fait quoi? Ils ont truffé le chemin d'engins explosifs improvisés, des mines et on ne sait trop quoi. Et ils se sont cachés en brousse? Ils étaient cachés, c'est-à-dire ils attendaient tout simplement que les explosions se fassent et que sous le feu de la surprise, pendant que les gens sont en train de chercher à voir ce qui se passe, ils commencent à tirer, ils ont tué des militaires et même une consoeur journaliste. Or, ce qui s'est passé est tout simplement abominable. Comment des gens peuvent-ils continuer à faire cela? Comment peuvent-ils continuer à faire cela au moment où le président de la République, dans son dernier discours, il a dit d'ailleurs, a appelé les gens à sortir de brousse. Il a dit sortir de brousse. Vous voyez comment il dit c'est cela. Ce n'est pas le fameux dialogue inclusif dont on parle qui peut régler cela. Commencez d'abord par sortir de brousse. Et regardez ceux qui sont sortis de brousse. Comment ils sont encadrés dans des centres dans des DDR. Comment ils sont réinsérés dans la société. Mais pendant ce temps, il y en a qui sont en brousse, qui continuent à tuer des gens, tuer des militaires, tuer des civils. Ce ne sont pas des séparatistes, ce sont des criminels. Moi, je pense comme ils ne sortent pas, qu'est-ce qu'il faut faire, Camille? Mais là, alors, tout simplement, faut-il faire comme, par exemple, les Russes ont fait en Centrafrique pour les bombarder? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Mali avec, après la mort de trois militaires français, ils sont arrivés, les militaires français sont arrivés, ils ont bombardé toute une partie, c'est-à-dire qu'en tirant dans le tas et en créant des effets collatéraux, qu'est-ce qu'il faut faire? Le véritable problème, c'est que ces personnes-là sont des personnes qui sont ivres de sang. Et pendant que les États-Unis font semblant du bout de la bouche de demander aux gens d'arrêter les exactions, pendant ce temps, ils hébergent les criminels qui commanditent. Parce que ceux qui commanditent, et les finances sont aux États-Unis, vous comprenez? Et c'est là où, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la presse et les hommes politiques ont le devoir, ont l'impérieux devoir d'essayer d'inculquer dans la tête des populations que ce qui se passe, ce n'est pas une question de séparatisme, mais c'est des criminels. Vous comprenez? C'est sur cet aspect qu'il faut relire une fois aussi le discours du chef de l'État qui parle de cette crise, mais qui parle d'une façon humaine, en disant, mais écoutez, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe est innommable. Je demande aux gens de sortir, mais continuer à tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand moi j'entends les gens dire non, c'est un dialogue inclusif, en Centrafrique, il y a eu 18 dialogues inclusifs depuis 7 ans. Ça n'a rien changé. Et les gens continuent à tuer. Mais par contre, au Cameroun, malgré les tueries, le Cameroun organise des élections sans qu'il y ait des morts. Vous savez, au Capitole, il y a eu 4 morts. Hein. Si vous deviez, le président devait écouter votre bouche, que lui conseillerez-vous, Camille? C'est pas ici que je vais vous le dire, parce que si je lui dis, je préfère le lui dire à lui-même. Guillaume Fongan, une attaque de trop en début d'année, que faut-il faire face à cette situation, Rinava? Je pense que vous avez suivi comment le discours va en guerre du doyen. Je crois que ça peut davantage embraser la situation. Parce que quand il y a des exemples des Russes qui sont venus bombarder et tout ça, c'est un peu comme pour dire qu'on devrait faire pareil. Non, je pense que la violence est la force des faits. Jusqu'ici, depuis 3 ans,
avec ce qui a été fait utiliser comme arme de dissuasion massive n'a pas porté des fruits. Et donc c'est la preuve qu'il faut essayer autre chose. Depuis 3 ans, on a essayé la voie militaire, ça n'a pas prospéré. On est aujourd'hui à même de dire qu'il essaie autre chose. Parce que, vous voyez, puis moi j'ai mis la formulation de mutation qui a parlé de tuerie inaugurale. Ça veut simplement dire qu'on démarre l'année et que les se rappellent qu'ils sont encore présents et qu'ils ont encore une véritable capacité de nuisance. Parce qu'il y a, comme j'écoutais les éléments de langage de certains se référaient du RDPC et du régime en place, ils semblent vouloir banaliser cette crise en mélangeant terroristes, brandir le grand chemin et etc. Parce que si je vais vous prendre 2 cas pratiques pour illustrer. Ce qui s'est passé à Kumba, où les enfants étaient abattus en pleine salle de classe, là-bas, il s'agissait clairement des bandits qui venaient dealer avec la directrice parce qu'il y a une sorte de marchandage. Pour ce cas-là, on peut dire clairement qu'il s'agit des bandits qui venaient dealer. Or, l'incident d'hier, ou alors d'avant-hier, s'attaque à un convoi officiel avec le représentant du chef de l'État à l'intérieur, sans aucune contrepartie, ou bien que c'est 2 événements qu'il faut analyser avec 2 prismes différents. C'est pas exactement la même typologie de personnes qui agissent. Il ne venait pas là pour se faire de l'argent. Pas du tout. Donc c'est 2 événements à lier avec 2 prismes différents. Parce qu'il ne faut pas qu'on regarde les choses avec des œillères. Et quand on a cette lucidité-là, on voit bien qu'en réalité, il y a encore un problème, il y a encore un vrai malaise qui perdure. Mais il est clair que dans cette crise, des bandits ont intégré le mouvement, ils raquettent des gens, ils font feu de tout bois. Mais le principal malaise demeure encore. Ce qu'on ne dit pas aux gens, pendant les élections régionales, et vous savez que le FONSO, Binglo 2, est venu à Kumbo en hélicoptère voter, il est reparti en hélicoptère escorté. On ne dit pas suffisamment aux gens pendant les régionales. Un chef traditionnel qui vient à Kumbo voter, escorté par un hélico, repart en hélicoptère voter par un hélico. Ça veut simplement dire qu'il y a encore un malaise qui est réel, qui est perdu. Si un chef ne peut pas vivre dans sa contrée, ça veut dire qu'il y a encore des tensions, il y a beaucoup de métastases qu'il faut pouvoir, peut-être qu'il faut procéder par une véritable chimio pour stopper l'hémorragie. Et cette chimio, quand on regarde le degré de métastase observé, ne peut se faire qu'en néant, parce que le véritable dialogue inclusif, on ne l'a véritablement jamais eu, quoi qu'on dise. Parce que quand vous discutez avec beaucoup de ces gens, des ressortissants de la zone anglophone, ils ne veulent pas ils ne sont pas pour la séparation du Cameroun. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, ils ne veulent pas la séparation du Cameroun. Ils veulent quoi? Il y a quelques aigris. Il y a quelques aigris qui sont qui font feu de tout bois, qui vont être capables de neutraliser, mais ce n'est pas une raison pour sacrifier toute une région. Et ceux-là, on peut les identifier, les faire asseoir et discuter sereinement avec eux. On peut reparler du grand dialogue à l'infini pour dire que les véritables interlocuteurs, les acteurs majeurs ne se sont jamais assis en face du gouvernement. Ça, on le sait tous. Je veux dire que le cardinal Toumi a fait des propos. Il y a toute une littérature abondante sur les actes. On sait tout ce qu'il faut faire. Il a même fait la provision d'un coup d'État militaire. Il vient même de faire la provision d'un coup d'État. C'est écrit dans un livre. Camille. C'est écrit dans un livre. Non, il faut restituer les faits tels. Lisez le livre. Il faut le finir. Pour dire que la Haute Conférence anglophone, par exemple, n'a jamais eu lieu. Ouais, c'était un préalable qui aurait permis... Une tribune qui aurait permis d'engager la chimio pour limiter les métastases. Est-ce qu'il est établi que tous les anglophones viendraient vraiment, tous les parties prenantes Pour le savoir, il fallait qu'on laisse l'événement s'organiser. Sauf si vous faites dans la divination. Ça ne sera jamais, donc personne. Il fallait qu'on laisse. Parce que vous savez, quand vous avez une femme qui part de la maison et que vous avez essayé toute tentative pour la faire revenir, mais quelles que soient les actions qui se présentent, vous essayez d'abord pour voir si ça marchera ou pas. Mais on n'a même pas essayé. Donc ça peut remettre en question la sincérité des dirigeants à ramener la calmie et donner raison à ceux qui pensent qu'il y a des entrepreneurs de guerre qui profitent de cette situation pour... Qui profitent de la situation pour s'engraisser. Camille. Jean-Paul Cheniat, je suis sidéré par le discours naïf de Guy Fongan, qui est pourtant un journaliste lucide et dont le journal est en train d'avoir une pénétration certaine dans le public camerounais aujourd'hui, parce que tout ce qui achète politique aujourd'hui s'accorde à dire que nous sommes un journal qui en veut. Mais vous ne pouvez pas tenir un discours si naïf en parlant de dialogue
inclusif avec les gens qui... Avec quels gens? Des gens qui, ces personnes qui sont sur le terrain, qui ne disent pas que nous voulons ceci, nous voulons cela, mais tuent des gens, qui instaurent leurs lois, qui tiennent des villages et des régions et des départements entiers sous coupe réglée, en demandant de l'argent, en faisant des requêtes. En créant des états de non... Des no man's land. De non-droit, même pas de no man's land, des non-droits, où ils ont, eux, la violence des armes, la force des armes. Comment voulez-vous discuter avec des gens comme cela? Pourquoi est-ce que les gens... Guy Hervé Fongan ne parle pas suffisamment des DDR qui sont ouverts. J'ai vu, il n'y a qu'un seul média qui a parlé de ces DDR, c'est Equinex Télévision, qui est allé dans ces DDR. Regardez comment ces jeunes qui étaient dans les bourses, qui tuaient, et à qui on n'a pas demandé au compte. Tu viens, non, je me rends, on les réintègre, on ne les a pas menacés, on ne les a pas envoyés en prison. Personne n'en parle, aucun journal n'en parle. Mais par contre, on parle de ceux qui tuent, les filles de Marshall et tout ça, et qui disent qu'il faut négocier avec qui? Négocier avec des gens qui tuent, négocier avec des gens qui n'ont pas d'idéologie, négocier avec des gens qui tiennent absolument à maintenir le pays dans l'insécurité. C'est ça le problème aujourd'hui. Écoutez, ne me demandez pas qu'on fait de quoi. Vous voulez donner la force, le droit de la force à des personnes qui n'ont pas le droit de détenir des armes, qui n'ont pas le droit d'imposer ce sous-star, qui n'ont pas le droit de dire que nous voulons une partie du Cameroun. Ils ne veulent pas de séparatisme, ils veulent quoi alors? Moi je pense qu'il faut arrêter de tenir ce langage assez sommaire. Est-ce que dans cette crise anglophone, avec tout ce qu'on a comme acteur, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire le distinguo et savoir qu'il y en a qui ne sont pas là pour racketter, ils veulent simplement, ils restent fidèles à leur logique la situation de diviser le Cameroun, et ceux qui sont là pour profiter de la situation, arnaquer la population, traumatiser, tuer de façon sauvage, est-ce que ça ne mérite pas de faire, ce distinguo-là ne mérite pas d'être fait? Vous voulez demander à Dieu de reconnaître les siens au milieu de toutes ces personnes qui portent des armes et des amulettes et qui tuent, qui brûlent. Et vous allez faire comment pour les distinguer? Tous sont-ils séparatistes? C'est pour ça que je dis que le mot séparatiste est très malséant. Il n'a pas de place. Ce sont des criminels. Il n'existe pas de séparatistes alors? Ce sont des criminels. S'il y avait des séparatistes, on les reconnaîtrait à travers leurs écrits, à travers leurs actions peut-être diplomatiques, leurs actions normales de communication pour dire que nous voulons ceci. Il n'y a pas d'action de communication. Et plus que cela, moi je voudrais que Guy Hervé Fongan me donne un seul exemple d'un pays où il y a un dialogue inclusif, où la guerre civile s'est arrêtée. Très bien, je réponds. Un seul. Je peux répondre? Un seul en Afrique. Un seul. Dites-moi, parce que toutes ces personnes qui parlent de... Quand par exemple... les terroristes tuent des gens en France. Que fait l'État? Il dialogue avec les terroristes. Que font les États-Unis? Avec le services spéciaux qui sont là pour neutraliser tous les et les États-Unis qui vont même aller tuer les gens dans d'autres pays, comme on l'a fait en Syrie, comme on a allé tuer Ben Laden. Et pourquoi on les neutralise? C'est pour ça que moi je dis donc que cette solution naïve qui consiste à dire que dialogue inclusif, c'est de la naïveté, c'est infantile, c'est enfantin. Donc on continue la guerre. De toutes les manières, mais ces gens font la guerre pourquoi? Ils tuent les gens pourquoi? Mais dites-nous pourquoi ils tuent les gens. Ils n'ont pas raison de tuer les gens. Alors sinon pas raison, vous voulez donc faire quoi d'eux? Pourquoi l'armée ne devrait donc pas se déployer pour les neutraliser? L'armée se déploie pour les nettoyer, mais avec professionnalisme. Le chef de l'État lui-même le dit tous les jours, des ressortis de brousse. Il vient de le dire. Il dit que les gens qui sont debout sont parqués dans les endroits où ils sont tués. Et là, quand la réponse est qu'ils tuent? Leur réponse est tuer. Eux, ils n'ont qu'une seule action, tuer. Et moi, je pense qu'il faut cesser de gober ce message infantile. Moi, je pense que la situation du Cameroun est suffisamment grave pour que les gens se contentent des solutions sommaires et toutes faites. Vous comprenez? Ce qui se passe est tellement grave que il ne faut pas rechercher des phraséologies cosmétiques en faisant croire que non, c'est des gens avec qui il faut qu'on s'assoie. Vous asseyez avec des gens qui tuent des enfants, qui égorgent des femmes à Mondovision, qui mettent des bombes, qui tuent. Cette dame, cette journaliste qui vient d'être tuée, c'est une mère de famille. Vous comprenez? Ces gens-là ont fait un truc aveugle. Et qui rentrait de l'installation de son mari. Bon, son époux, en fait. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire... Avec qui elle a 2 enfants. Ce qu'ils font, alors, vous pensez donc qu'aujourd'hui même, c'est la journée mondiale des orphelins de guerre. Vous pensez que ces gens qui continuent à faire des orphelins de guerre, qui tuent, vous voulez qu'on s'assoie avec eux, qu'on leur dise venez, alors qu'on leur dit de sortir. Mais en sortant déjà, c'est une invite à venir discuter. Bon, le Cameroun, l'État du Cameroun, la présidence de la République du Cameroun demande à ces gens d'arrêter. Vous comprenez? Mais quand j'entends les gens dire que non, mais écoutez, on demande aux 2 parties. Quelles 2 parties? Le Cameroun, il n'y a pas de 2 parties au Cameroun. Il y a l'État qui a la mission de protéger des personnes et les biens, et surtout qui a la légitime violence face à des gens qui veulent, eux, qui ont une violence illégitime.
Vous avez écouté comment les... Juste un dernier mot là-dessus. Vous avez écouté comment les éléments de langage du doyen, naïf, discours infantilisant, le droit de la force, etc. Écoutez bien les éléments de langage. Donc, je pense que la lucidité voudrait que les faits, on les analyse aussi froidement et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Première illustration. Vous vous souvenez que très bien, Mandela étant en prison, il discutait avec le régime de l'apartheid, bien qu'il était en prison. Ça veut dire qu'on invente le fil à couper le bord. Donc c'est tout à fait faisable. Deuxième illustration. Deuxième inapproprié. Deuxième chose, je veux dire que quand j'entends dire qu'on va discuter avec qui, souvenez-vous très bien que pendant le grand dialogue national, ceux qui sont connus de tous, puisqu'il y a une traçabilité entre les actions qu'ils mènent, on sait où ils sont. On avait posé des conditions pour venir discuter, une espèce d'amnistie. Parce que beaucoup n'étaient pas sûrs qu'ils vont rentrer, une fois quand ils vont arriver au Cameroun, ils avaient peur d'être arrêtés. Au moins, il ne faut pas qu'on ait l'amnésie sélective. Beaucoup ont posé cette condition. Et donc, on devait appliquer la même mesure que le DDR. Voilà, ça aurait été un indicateur clair. L'amnésie après avoir tué, après avoir ordonné de tuer. Beaucoup étaient disposés à amnistiez-moi d'abord. Ils n'étaient pas sûrs de repartir. Nous avons ordonné des conditions claires. De tueries, mais amnistiez-nous d'abord, on va venir. Vous voyez que. Non, allez-y. Vous parlez d'amnistie. Non, parce que vous avez qu'on discute avec qui? Allez-y. Je vous donne que beaucoup étaient disposés, puisqu'on les connaît, disposés à venir. Mais on posait une condition qui me semblait logique. Que si on vient discuter avec vous, il faut qu'on soit sûr de repartir. Mais il faut qu'il y ait une espèce d'amnistie que le président pouvait prendre, qu'il n'a pas fait. Et ils ne sont pas venus. Donc ne revenez pas nous dire qu'on discute avec qui. Alors qu'ils sont connus de tous, on n'a rien fait pour qu'ils viennent. Ça veut simplement dire que on peut aller au-delà de ces retranchements pour trouver. Parce que cette guerre ne fait plaisir du moins à personne, sauf à quelques entrepreneurs de guerre. Et on ne saurait justifier, par exemple, la tuerie des enfants en pleine salle de cours. Ce n'est pas acceptable, ce n'est même pas justifiable. Même ce qui s'est passé hier. Même ce qui hier est totalement injustifiable. Mais ayons la nécessité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire qui n'ont pas été faites. Et on sait où ils sont, on les connaît. On sort ne pas le dire, c'est le fait de l'amnésie sélective. On sort de ce sujet. On va simplement prier pour que ce qui s'est passé hier ne se reproduise plus. Parlons à présent de la dernière articulation de cette émission. Camille Nélé, la stratégie nationale de développement qui vient remplacer le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. C'est d'ailleurs en lire dans les colonnes du journal Forum Libre. Camille, c'est quand on prend la stratégie nationale de développement, le document de stratégie de croissance pour l'emploi, un document comme celui-là qui comporte le mot stratégie, croissance, emploi, n'a pas marché. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que la stratégie nationale de développement, un développement qui est beaucoup plus globalisant, pourrait marcher d'ici 2030? Vous savez, de toutes les manières, c'est une question de projection vers l'avenir. Jusqu'à présent, il y a un nombre assez important de stratégies et de propositions de développement dans le sens de l'émergence annoncée par le président de la République en 2035, qui ont été dessinées, mais qui n'ont pas exactement marché. Ils n'ont pas marché pourquoi? Évidemment, les causes sont connues. Ils n'ont pas marché pourquoi? Si on va vraiment, si les Camerounais sont honnêtes, ils vont jusqu'au fond, ils comprendront qu'effectivement il y a des raisons objectives pour lesquelles ces stratégies n'ont pas marché. La nouvelle stratégie qui est en train d'être proposée, c'est une stratégie qui est beaucoup plus conçue dans le sens de l'optimiste, dans le sens de dire que tout le reste qui a été fait jusqu'à présent n'a pas été fait exactement. Bon, maintenant, voici ce que nous proposons. Même le DSE entre dans cet esprit. Bien entendu, entre dans cet esprit, mais maintenant, on va voir ce qui va se passer. Parce que moi, je dis que avec le nombre d'économistes et de savants qui sont au niveau des structures du gouvernement, qui sont là pour non seulement conduire toutes ces stratégies et que ça n'aille pas jusqu'au bout, on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui coince. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, surtout que 2035 se rapproche vraiment à pas des géants de nous aujourd'hui. 2035, c'est dans 14 ans. Donc moi, je pense qu'il faut que les uns et les autres comprennent la portée de cette stratégie de cette nouvelle stratégie qui vient d'être annoncée. Et maintenant, comment, dans quelle mesure on peut l'accompagner? Maintenant, avec tout ce qu'il y a comme nouvelles institutions, par exemple la décentralisation, avec beaucoup plus de pouvoir, avec un certain nombre de mesures destinées à booster la croissance dans ce pays aujourd'hui,
moi je pense qu'il faut que les uns et les autres aient à cœur d'accompagner, pas seulement à vociférer dans les journaux, à dire que non, rien ne marche. Non, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on dise au gouvernement, qu'on prenne le gouvernement en disant que vous nous avez annoncé ceci, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça s'est fait avec le DSE. C'est pour ça que je dis ça s'est fait avec le DSE. Ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'on a changé de fusil d'épaule. Maintenant, avec ce nouveau fusil, cette nouvelle épaule sur laquelle on vient de poser ce fusil, on va bien voir ce que ça va donner. Sauf que ce sont les mêmes hommes qui portent ces fusils. Vous savez, depuis un certain temps, on est en train de parler d'un remaniement. Avec le nouveau remaniement, peut-être qu'il y aura de nouveaux hommes qui pourront vraiment le faire mieux. Guy Fongan, avant que vous réagissez, quand on regarde ce nouvel instrument qui vient d'être lancé et que ce sont les mêmes qui ont conduit le DSE avec tous ces échecs, qui vont encore piloter ce nouvel instrument, est-ce que c'est de nature à rassurer que d'ici 2030, quelque chose va véritablement bouger? C'est la nature à révolter les gens. C'est la preuve qu'on a des gens qui ne sont pas sérieux. Et ce qui se passe là est révoltant de nature à exacerber encore davantage les Camerounais qui sont assez énervés. Pourquoi? Parce que voyez-vous, le DSE n'a rien de manière concrète, n'a rien apporté. Où on décrète un taux de croissance à 8%. C'est quand même extraordinaire. Quel est ce pays où on décrète, dans un pays où on est incapable de produire des cartes d'identité aux citoyens, où on décrète un taux de croissance à 8%. Vous croyez qu'on a affaire à des dirigeants sérieux? Je pense qu'il faut qu'on cesse d'infantiliser les gens. Parce que ce document qui vient d'être adopté, on ne nous a pas fait le bilan du DSE. Le DSE à terme. Quand vous dites avec tous les érudits des sciences économiques, vous dites que c'était une catastrophe, c'était un des plus gros échecs du renouveau. Et maintenant on invente autre chose et on reprend le même et on recommence. Je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre des citoyens pour des idiots. On ne pas qu'en 2021, on n'est pas complètement tous cons. Parce que voyez-vous, je vais vous montrer à quel niveau on ne nous prend pas au sérieux, du moins les citoyens, la basse classe que nous sommes. Le budget a été adopté tout récemment. Les frais de représentation, par exemple, pour des fêtes au palais, etc., sont passés de 58 à 70 milliards. Donc il y a eu 12 milliards qu'on a même ajouté pour les fêtes. On est en plein Covid. On a fait 12 milliards, on le savait avant d'adopter ce budget. Et on revient quelques jours plus tard pour nous dire que, écoutez, en réalité, la cérémonie de vœux n'aura pas lieu parce qu'il y a le Covid qui reprend les mesures. Alors qu'on le savait. Mais sauf qu'on a quand même d'injecter 12 milliards. Ces 12 milliards, ils vont servir à quoi? Bon, il y a cette gabegie organisée qui donne l'impression qu'on se fout vraiment de nous. Et quand on va demander 12 milliards sur les frais de fête, et on nous dit qu'il n'y aura pas de cérémonie parce qu'il y a le Covid, on est quand même... Il y a ce type de choses qui peuvent donner le sentiment aux gens qu'en réalité, il faut que nos dirigeants fassent un peu plus attention et soient plus rigoureux dans la gestion de l'affaire de la cité. Parce que, quoi qu'on dise, à un moment donné, on va demander qu'ils rendent compte de cette manière de gérer la cité. Si vous voulez, on peut parler également de la couverture santé universelle, qui était notre écran de fumée. Camille, au-delà de ces vœux pieux, c'est-à-dire que le Cameroun soit émergent en 2035, les hommes pour conduire ces différentes opérations, est-ce que quand on regarde aujourd'hui, avec le cri des entreprises, des PME, pendant la période Covid, avec les effets de Covid, qui demandaient au gouvernement de les soutenir, 12 milliards de francs CFA en hausse pour les fêtes, est-ce que ce n'est pas un gâchis quand même? Il n'y a pas de fête, il n'y aura pas de fête. Mais quand on nous demande, quand on ne nous dit pas pourquoi est-ce que vous avez supprimé les fêtes, qu'est-ce que vous avez fait de 12 milliards? Ces 12 milliards peuvent servir justement à les financer. Il ne faut pas dire que ces 12 milliards ont été escamotés, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Non, il y a déjà cela. Même s'il y avait les fêtes, c'était plus utile. Non, il n'y a déjà pas les fêtes, donc les 12 milliards devront servir à autre chose. Guy avait fait moyen de soulever un problème fondamental et crucial, le problème des cartes d'identité. Ce problème des cartes d'identité qui aujourd'hui tient les Camerounais au cours depuis plus de 5 ans et qui nécessite de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe avec des cartes d'identité? Voilà un problème dans lequel on devra injecter de l'argent. Il faudra même camerouniser même la fabrication des cartes d'identité. Vous savez, pendant très très longtemps, on a confié la confection des cartes d'identité à des entreprises étrangères. Et on continue de le faire. Mais pourtant, ce n'est pas l'expertise qui manque dans ce pays. Ce ne sont pas c'est pas le personnel qui manque. Mais malheureusement, il se trouve que non seulement les Camerounais eux-mêmes ont l'art de fabriquer de faux actes de naissance, de fausses cartes d'identité, et ce qui fait que maintenant, même dans un service informatisé, on n'arrive pas à retrouver les uns et les autres. Et ça qui rend les choses beaucoup plus... Mais ça n'explique pas le laxisme de
la DGSN qui n'arrive pas à mettre un système informatisé susceptible de produire des cartes d'identité en série et à temps. Et en heure. C'est ça qui est embêtant aujourd'hui. Moi, je pense que des problèmes sérieux, comme le problème de la carte d'identité, doivent être sérieusement posés, mais pas nous demander qu'est-ce qu'on va faire des 12 milliards qui n'ont pas été utilisés pour le faire. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des grandes unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui débarque dans quelques instants. Si tu veux tout.